Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle escapade des cultures. Je suis ravi de vous retrouver à Lille, dans la capitale des Flandres, pour vous faire découvrir ce lieu emblématique des Hauts-de-France. Nous visiterons une brasserie, nous allons découvrir les lieux et places historiques de cette ville magnifique. Alors c'est parti, suivez-moi. Je vous propose de débuter cette escapade des cultures à Lille par la Grand Place, la place du Général de Gaulle. Vous le voyez autour de moi, il y a du monde, ça danse, ça chante, il y a des commerces, il y a la vieille bourse et je vous propose tout de suite d'en savoir un peu plus sur la statue derrière moi, la statue de la déesse. La colonne de la déesse a été érigée en 1845 pour rendre hommage aux Lillois qui en 1792 ont résisté héroïquement face à l'armée impériale d'Autriche. Elle tient dans la main droite un boute-feu servant à allumer la mèche des canons et montre de la gauche l'inscription du socle qui reprend la réponse du maire de Lille, François-André Bon, refusant la reddition de la ville assiégée aux impériaux le 29 septembre 1792. La statue de la déesse au boute-feu est une œuvre de Théophile Bras, sculpteur douaisien, et l'architecte du monument est Charles Benvigna. Elle prit le nom populaire de la colonne de la déesse peu de temps après son érection à la suite d'un poème publié localement à son sujet. À sa base, elle est entourée d'un bassin faisant fontaine. Nous quittons la Grande Place pour vous emmener dans le Vieux-Lille, le quartier le plus pittoresque de la ville. Nous déambulerons dans les petites rues, nous verrons la cathédrale de la Treille. Bref, suivez-moi, ça va être super beau. Il faut savoir que Lille est une ville très ancienne, au cœur des Flandres, au cœur du nord de la France. Et on peut y voir des bâtiments très anciens, datant de plusieurs siècles, voire du Moyen-Âge. Beaucoup étaient construits en bois et peu ont résisté au temps. Mais si vous vous promenez dans le Vieux-Lille, vous trouverez certainement quelques-uns qui ont résisté. Je vous propose de remonter dans l'ordre anti-chronologique, car oui, avec les deux guerres mondiales, la révolution ou les incendies que j'ai déjà évoqués, au plus on remonte dans le temps, au moins il y a de constructions datant de l'époque. Concrètement aujourd'hui, pourquoi connaît-on le Vieux-Lille? Les étudiants répondront les bars, très nombreux, certes, les badauds diront les dizaines de petites ou grandes échoppes commerçantes, et les agences immobilières parleront du prix qui n'a pas cessé d'augmenter. Mais tout cela n'est vrai qu'à partir des années 1980, car avant c'était surtout le quartier pauvre et ouvrier de la ville, notamment depuis la révolution industrielle, et il n'avait pas trop bougé depuis cette époque. Vous comprenez donc pourquoi beaucoup de ces bâtiments ont été heureusement conservés avec les réhabilitations et abordent un style brique rouge typique du nord de la France, Renaissance flamande ou classique lillois. Comme on l'a vu sur la Grande Place, la colonne de la déesse en son centre commémore l'héroïsme des Lillois durant le siège de 1792 par l'armée autrichienne. Par l'enchaînement des événements de 1791, comme la fuite manquée du roi à Varennes et l'inquiétude parfois prouvée d'une alliance contre la France des autres monarchies européennes, une guerre éclate entre la France et l'Autriche, alors province du Saint-Empire. Et cette dernière, 5 mois après la déclaration, décide de passer par Lille. Si les bâtiments en bois furent ravagés par les incendies causés par les boulets de l'armée autrichienne, ceux juste derrière moi en briques résistèrent. Et on peut le voir, on peut s'amuser à déceler plein de petits boulets sur les façades. On demande au maire de la ville et au général de la citadelle leur reddition, ce à quoi ils répondent leur attachement à la nation française. Lille est donc assiégée le 30 septembre 1792. La ville est littéralement plongée sous une pluie de boulets pendant plus d'une semaine. Environ 30 000 seront tirés. Mais les habitants résistent, se défendent et restent stoïques, également soutenus par une armée vaillante. L'épisode du barbier de Metz qui par un beau matin vit sa demeure détruite par un boulet, mais qui continua à raser ses clients dans la rue avec un éclat d'obus qu'il polit, en raconte beaucoup. Comment ne pas parler de la cathédrale Notre-Dame de la Treille quand on visite le Vieux-Lille? Pour les plus fins connaisseurs qui l'auront remarqué, sa construction s'est achevée en 1999. Donc c'est pas si ancien, mais ce serait oublier l'histoire qui se cache derrière. Avant la cathédrale, ce lieu était l'emplacement de la motte castrale de Lille, une construction typique du Moyen-Âge dont on a des écrits qui datent de 1066. Bon, quand je vous disais que l'île était ancienne, eh bien la ville s'est agrandie autour de ce point. Je rajouterai également que juste avant le 19e siècle, il existait une église appelée Collégiale Saint-Pierre, et c'est en remplacement de cette dernière que la cathédrale actuelle fut construite. Car elle avait quand même rythmé la ville pendant près de 600 ans, mais le siège autrichien dont on a parlé précédemment a précipité sa destruction. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une crypte. Bon, je vous ai parlé de motte castrale, vous avez donc compris qu'on avait remonté jusqu'au Moyen-Âge, mais à partir de là, les informations ne sont plus trop sûres. Seule chose certaine, auparavant, la Deule, le fameux cours d'eau bordant la ville
aujourd'hui passait à l'intérieur même en mode Venise, et c'était même pire que Bruges aujourd'hui. D'ailleurs, comme on vous l'avait dit sur cette autre escapade des cultures, Bruges est surnommée la petite Venise des Flandres. Bref, aujourd'hui on ne trouve plus beaucoup de traces de cette quasi-omniprésence de l'eau dans la ville durant plusieurs siècles. La plupart des petits canaux créés à partir de la Deûle ont été rebouchés avec l'avènement de la voiture. Mais pendant plusieurs siècles, Lille était vraiment une ville construite autour de l'eau, qui servait au transport de marchandises ou de charbon lors de l'époque industrielle par exemple. D'ailleurs, la légende veut dire que le nom de la ville vienne de là. Et oui, Lille en 2 mots qui ont fusionné pour donner Lille. Vous le savez, la ville de Lille n'a pas été épargnée par les 2 guerres mondiales et en 1929, on décide d'ériger juste devant le palais Riour un monument aux morts pour rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie. Le palais Riour fut alors rasé à l'exception de la chapelle et de l'escalier du XVe siècle préservés et de quelques arcades de briques du bâtiment du XIXe siècle. Riour est mentionné pour la première fois en 1248. Il s'agit d'un îlot formé par l'un des principaux bras de la Deûle. Juste derrière le monument aux morts, nous sommes devant le palais Riour, un palais construit au XVe siècle par les ducs de Bourgogne. Bon, il en reste pas grand-chose, et le bâtiment a été classé au monument historique en 1875. Et après ces petites anecdotes historiques, je vous propose maintenant de visiter une autre place emblématique de Lille, la place de la République. On y va. Deuxième place la plus importante, la place de la République. Elle a été fondée en 1858 après l'extension de la ville de Lille sur les fossés des fortifications de la porte de Béthune. Elle portait le nom de place Napoléon III, mais évidemment à la chute du Second Empire, on l'a rebaptisée place de la République. Toujours sur la place de la République avec derrière moi La Fontaine, le Palais des Beaux-Arts est un musée municipal d'art et d'antiquité dont le projet a débuté en 1775 et initié par l'Académie des Arts. Bon, il a été inauguré en 1892 en présence de 600 invités et dès les premiers temps, il a accueilli près de 10 000 visiteurs. Elle avait été précédée 2 ans plus tôt par la tenue du premier des salons des artistes lillois dont l'organisation régulière se poursuit jusqu'à la veille de la Révolution. La construction du nouveau musée débute en août 1885. Fin 1889, elle n'est pas encore achevée. Le budget initial s'avère insuffisant et Édouard Bérard démissionne. Finalement, le projet n'est réalisé qu'à moitié et le palais est amputé de sa partie arrière lorsque les travaux s'achèvent en 1892. Situé au centre de la ville nouvelle, entre la ville historique et le village de Oisem, le palais de style Belle Époque fait face à la préfecture de Lille, construite une vingtaine d'années plus tôt, place de la République. Bâtiment imposant représentatif de l'architecture officielle de la fin du 19e siècle, le nouveau musée conjugue référence à la Renaissance italienne, alternance de colonnes et de frontons et toit à la française. Sa façade monumentale de style composite, flanquée de 2 pavillons à coupole, est décorée de moulures ornées de têtes de lion, de coquillages et de personnages s'adonnant aux activités artistiques. Les 2 ailes latérales portent des balcons à balustres, des loggias, et sous la corniche, des frises ornées de portraits de peintres en médaillons. À l'intérieur, le rez-de-chaussée est occupé par une galerie d'entrée de 500 m² qui accueille les sculptures et le premier étage par le salon d'honneur de 40 m sur 12 éclairé par les 3 immenses baies qui donnent sur la place de la République. Dans le Palais des Beaux-Arts sont exposées des sculptures, des peintures et de la céramique et vous y retrouverez également de grands noms, des grands artistes comme Rodin, Delacroix et David. Nous sommes devant le beffroi de Lille et l'anecdote mérite d'être soulignée, c'est le plus haut beffroi d'Europe et je vous propose de le visiter, c'est parti! On est au beffroi de Lille, alors si vous voulez monter en haut, prenez votre souffle car il y a 400 marches, c'est parti! Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un beffroi, c'est une tour composée de cloches, d'horloges ou de carillons qui représentaient à l'époque les libertés communales. Aujourd'hui, ça sert plus de rayonnement à la ville de Lille, culturel et politique. On peut y voir l'influence de la travée lilloise qui caractérise les maisons du XVIIe siècle dans la vieille ville. Il utilise les techniques les plus modernes de son temps. C'est le premier bâtiment en béton armé de cet ordre de grandeur construit en France, bien que ce ne soit pas un immeuble de bureau, contrairement au gratte-ciel américain contemporain.
Nous sommes en haut du Beffroi, le gratte-ciel des Flandres qui a été inauguré en 1932 et qui demeure encore aujourd'hui le bâtiment municipal le plus haut de France avec ses 400 marches. Il n'est cependant pas le premier beffroi puisqu'il y a eu le beffroi de la halle Échevinal détruit en 1601 et l'ancien beffroi de la mairie au Palais Riour démoli en 1856. Il est depuis 2002 classé au monument historique et depuis 2005 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa hauteur à votre avis, 100 mètres? C'est plus. Enfin, vous n'étiez pas si loin, il est haut de 104 mètres. C'est l'un des 4 sites inscrits situés sur le territoire lillois et construit entre les deux guerres mondiales lors de la reconstruction ayant suivi la Première Guerre mondiale. Nous sommes à Lille, nous sommes dans les Flandres, on était obligé de visiter une brasserie. Et là, je vous emmène au Singe Savant, une microbrasserie artisanale. Suivez-moi. On se retrouve au cœur de la brasserie du Singe Savant en compagnie de Monsieur Singe. Salut. Bonjour. Alors, on est dans un hangar, là où vous produisez votre propre bière. C'est ça, exactement. Ouais, comment? Tout est fait ici du coup, de la préparation des matières premières du coup jusqu'à la vente même du coup je pourrais dire. Ok, Parce qu'on a le petit coin boutique à l'entrée de la brasserie. d'accord. Voilà. Et vous faites quoi comme bière? C'est le Singe Savant, donc ça laisse un peu... On se demande ce qui se cache derrière ce Singe Savant. Yes. Bah du coup c'est des recettes assez atypiques du coup. C'est un mélange de cuisine et de chimie en fait. Si De tu veux. cuisine et de chimie. Ouais voilà. On va faire des accords assez spéciaux on peut dire. En fait on va pas reproduire les styles classiques de bière. Ok. On va rajouter des trucs avec. Vous Donc, les aromatisez. on peut dire ça, oui. La bière, quand vous la brassez, c'est c'est une même base pour toutes les bières que vous Ah non, faites? non, non. Non, à chaque fois, c'est ouais, une bière ouais, différente c'est par ça, catégorie. à chaque fois, les bases sont différentes, ouais, carrément. Ok. Et Ouais, vous ouais, faites quoi comme style de bière? De la lager, de l'IPA, de la Alors, stout? on est sur de la fermentation haute. D'accord. Et on fait après un peu tous les styles de bière. Aujourd'hui, là, on a 2 Imperial Stout. D'accord. On a une bière de blé, on a une blonde avec 4 céréales. Du coup, tu disais c'est des bières de fermentation haute. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est? Alors la bière de type de fermentation haute, en fait, c'est une bière qui va... En fait, c'est la levure qui va fermenter à une haute température, en fait. D'accord. Alors quand je dis haute température, c'est entre 18 et 25 degrés. Oui, sinon les levures meurent après 25 Voilà, degrés. au-dessus Ok. de 30 degrés, elles n'aiment pas. Ok. Ça les stresse et ça donne des goûts qu'on ne veut pas retrouver dans la bière. Avant de parler de la fabrication de la bière en tant que telle, j'aimerais savoir la vraie proposition de valeur. Quelles sont les valeurs du Singe Savant? Alors les valeurs du singe, alors déjà on est une SCOP, donc on est en train de passer en statut administratif de coopérative du coup, D'accord. société coopérative. Ensuite on revalorise les bouteilles. D'accord. Donc en fait on a une belle machine qui nous permet de nettoyer les bouteilles, enlever les étiquettes, de les rincer et de les réutiliser derrière, ce qui correspond entre 40 et 60% de notre production. Et les gens les ramènent directement à la brasserie? Voilà, alors on a à disposition des cagettes devant la brasserie en fait, et puis donc, quand ils reviennent se réapprovisionner, ils peuvent nous laisser leurs bouteilles vides. On bosse aussi avec Action Inclusive, Ok. donc, qui est une association en fait qui accompagne en fait des personnes qui sont en situation de handicap en fait, qui ne sont pas aptes à travailler. D'accord. Et donc du coup on les accueille à la brasserie 2 heures tous les lundis pour qu'ils puissent effectuer une petite tâche professionnelle en notre compagnie. On adore ça, ils adorent ça, donc Ouais, c'est bien. c'est super chouette. Mais Et maintenant, c'est ça. comment on fait une bière? Parce que moi, je pense qu'eux aussi, ils meurent d'envie de Je pense savoir que c'est ça ouais, le comment sujet. on fait une bonne bière. Alors comment on fait une bonne bière? Donc déjà il faut des bonnes matières premières, Bien sûr. comme tout. Donc nous on travaille avec des céréales bio, D'accord, c'est bien. de la malterie du château. Et du coup, donc ensuite après on fait donc infuser en fait ces céréales dans de l'eau Ok. à une certaine température en fait pour extraire les sucres. Ouais. Ensuite on va passer tout ce mélange, donc tout ce liquide dans une autre cuve pour passer en ébullition. D'accord. Et à ce moment-là, donc ça désinfecte déjà le mou, on appelle ça ce liquide, d'eau plus de sucre. Et on va ajouter les houblons à ce moment-là. Pour Donc, parfumer. pour parfumer, voilà, Ok. pour avoir l'amertume et l'aromatique.
Donc on laisse s'échapper tout le CO2. Et en fait, juste avant la mise en bouteille, on va rajouter du sucre dans une cuve de resucrage pour que, en fait, une fois en bouteille, les levures remangent un petit peu le sucre et fassent le CO2 dans la bouteille. Alors on va passer peut-être au meilleur moment. C'est ça, tant attendu. Tant attendu. Bon, on en a choisi deux. Tu peux me dire c'est Alors, quelle est la différence? du coup, on va commencer par une bière au thé, du coup, avec du Earl Grey infusé. Donc, on est sur un style de English Bitter. Donc, ça va être un style qui va être assez sec, qui se veut assez sec. Et du coup, pour un peu rester un peu dans le même style d'infusion, cette fois-ci, ce sera du café. Au café. Mexicain, c'est ça. D'accord. On travaille donc du coup avec une société qui nous fournit les cafés. Ouais. Et donc du coup, là c'est des vrais grains infusés, donc pendant l'ébullition. Bon, du coup, je vais goûter. Ouais, carrément, cette bière vas-y. au café. Santé. Merci. Santé aussi à vous. Santé. Ouais, c'est étonnant. Truc, On n'est pas du tout sur de Ah non. la même stout qu'on connaît. Oui. La fameuse C'est- Guinness, c'est vraiment plus fin. C'est différent. Yes. Merci de nous avoir reçus à la brasserie. Ouais, je vous en prie, merci à vous d'être Et venus puis, nous interviewer. à très bientôt. Grave, à bientôt. S'il y a un endroit historique à Lille, c'est sa citadelle. Je vous ai parlé à plusieurs reprises du siège de Lille. Eh bien, il faut savoir que la ville a été rattachée sous le règne de Louis XIV par Vauban. Rien que l'évocation de ce nom, alors qu'on parle de citadelle, vous devez faire le rapprochement. Et oui, la citadelle de Lille est une fortification du maréchal Vauban. Pour être exhaustif d'ailleurs, il l'a considérée comme la reine des citadelles et elle lui a servi de modèle pour bon nombre de ses autres plans de bâtiments militaires sur toute la France. La citadelle a été construite dans un endroit stratégique tant d'un point de vue géographique que d'un point de vue militaire. En effet, elle a été bâtie sur d'anciens marécages traversés par les petits cours d'eau de la Deule, comme on en a parlé précédemment. Elle a beaucoup servi militairement, d'ailleurs le fameux D'Artagnan, je veux dire celui qui a vraiment existé, que vous connaissez sûrement tous grâce aux 3 mousquetaires de Dumas, a été son gouverneur quelque temps après Vauban. Elle est restée très utile jusqu'à l'usage prépondérant de l'artillerie qui l'a rendue quelque peu inutile. La citadelle est aujourd'hui sous administration militaire, mais le public peut la visiter ainsi que ses jardins. C'est l'un des bâtiments militaires les mieux conservés, alors pourquoi s'en priver ? Et bien voilà, c'est la fin de cette escapade des cultures à Lille. Merci de l'avoir suivi. Vous l'avez vu, Lille est une ville historique, une ville dynamique, bref, une ville où il y fait bon vivre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à activer la cloche et à partager. Vous retrouvez nos Tipeee dans la description. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur la 7ème production. Salut! Que c'est un beffroi, c'est une tour composée d'horloges, de carillons, comme Rodin, Gauguin, merde. A été construit, classé au monument historique.